Bienvenue à vous. Content de vous retrouver pour ce funeste Fred numéro 43. À deux doigts, j'ai été de ne pas le faire. C'est vrai que c'est la période estivale. On peut procéder pédale douce, on va dire quelque chose comme ça. La chaleur. Et quand j'ai vu qu'il y en avait qui avaient l'endurance, le courage de le faire sur cette plateforme, je me suis dit pourquoi pas moi. La question de la chaleur, oui, et également c'est que j'étais allé en fumer une, en fumer une, la liaison est bonne, en fumer une. J'étais allé à ma fenêtre, avec l'intention de faire le vide quand ça s'est produit, collision avec une mouche. C'est sans gravité, conjonctivite, mais lorsqu'en clope, je suis allé tout à l'heure me ravitailler au magasin, la jeune femme qui m'a servi, à qui j'ai demandé: «Est-ce que franchement ça se voit que mon œil gauche, il ne pète pas la forme?» Elle m'a répondu: «Oui, de façon on ne peut plus catégorique». Alors du coup, j'y ai réfléchi encore. Oui, je me suis dit: on le fait pas» et allons-y, hein. Si problème notamment de lecture en cours de route, à cause de mon œil. Je vous dis, hein, c'est sans gravité, mais si j'y arrive pas, pour la lecture des fragments en cours d'enregistrement, eh bien, je laisserai tomber. Si ça va jusqu'au bout, eh bien, on postera notre numéro de cette semaine. Et j'aimerais bien revenir sur une collection à laquelle je faisais, étant donné que je possède tout de même, pas tous, loin de là, mais j'en possède tout de même quelques-uns, particulièrement intéressants. Une collection des années 60 du siècle dernier. J'y faisais allusion dans notre numéro précédent que vous irez voir, écouter, si ça vous dit, hein. Je le mets en lien en fin de notre vidéo, et pour toutes les références des bouquins dont il sera question, comme d'hab, ce sera dans la partie description. Alors je reviens sur cette collection des années 60 du siècle dernier dont nous parlions dans le numéro précédent, mais avant, un poème que je souhaiterais remettre en ligne depuis un moment, et il y a quelques semaines, je vous lisais, c'est du même auteur ou de la même autrice, comme vous voulez. Encore une fois, ce poème, vous vous souviendrez si vous étiez avec nous, le poème sur Marat, pas sur Jean-Paul Marat aujourd'hui, mais nous partons de nouveau pour la fin du XVIIIe siècle, oui, du même auteur, dans le même recueil, dont je mets les références en dessous, un recueil de poésie autour de la Révolution française. Je vous donne le titre après, si vous l'avez déjà entendu, c'est pas la première fois que je le mets en ligne. Vous allez, oui, vous n'aurez pas de mal à reconnaître, ou simplement à comprendre de qui il est question. Alors je les ai mises. On y va. Le bon bouquin, s'il vous plaît. Voici. Fin du 18e français. Il veut, si je vous dis Ermenonville, hein, ça suffira sans doute amplement. Alors, notre poésie, il veut timidement rendre hommage au grand homme. Il s'en va d'un pas furtif, tristement, repoussé à la porte du château par la parole de domestique. Le jeune homme erre dans les allées du jardin, où il vint plein de désirs. Il a dans l'oreille encore les chansons, il a dans l'oreille encore les chansons moqueuses et la honte aux joues. Le regard vide, il voit pinsons et papillons, la clarté d'un monde d'été. Quand, près de la colline, un vieil homme le rejoint en silence, changeant son regard fermé, déçu, en brusque jubilation. C'est la tête, ce sont les sourcils qu'il vénère ardemment. Et il dit son pèlerinage en y tressant le laurier, fronçant le sourcil, le sage écoute pour pardonner en grommelant. Fatigué des louanges bavardes et des flatteries là de la vie et de la peine, il veut seulement, comme le soleil, caresser feuilles et rameaux en songeant. Il montre, radouci,
de belles fleurs, des corolles lisses, des coupes d'or, des calices rouges, nature délicate, qui, s'offrant inépuisablement, donne des bonheurs à foison, ne se refusant, pardon, ne se refusant jamais sans calcul mesquin, si l'on demande avec amour. Mais je suis un triste compagnon et ma journée va prendre fin. Vous, plus jeune, vous moissonnerez où le vieillard a semé. Sachant que de sa poussière, de ses cendres brûlantes naît une flamme, une foi qui fait sa pensée. Si j'avais le bonheur de rencontrer celui qui un jour brillera, et le jeune homme incline le front, balbutie un remerciement et s'en va, en toute hâte, à travers champs, comme sur la trace des dieux, dans les mains une fleur, dans le cœur un serment. Alors il y a une annotation, hein, oui, dans mon bouquin, je vous la lis, cette note, selon... Oui, ça va, les caractères sont beaucoup plus petits, mais ça va. Allez, on essaie, hein, pardonnez-moi encore peut-être. Selon certains mémoires apocryphes, Robespierre, vous l'aurez reconnu, Robespierre, dont l'admiration pour Rousseau que vous aurez vraisemblablement reconnu aussi, Robespierre, dont l'admiration pour Rousseau est bien connue, aurait rendu visite à Rousseau en 1778, peu avant la mort de Rousseau. Gertrude Colmar, auteur de ce poème, 1933, pour la publication, la première édition de ce recueil qui s'appelle, qu'elle avait intitulé tout simplement C'est en dessous, mais je le dis, mais j'ai déjà pas mal parlé de ce recueil, Robespierre. Gertrude Colmar, c'est le titre. Gertrude reprend l'anecdote à laquelle elle accorde par ailleurs, dit-on encore, peu de crédit. Oui, Gertrude doutait quant à l'authenticité de cette rencontre. Bon, écoutez, c'était son droit. C'est vrai que ça fait beaucoup rêver. J'espère qu'il y aura encore quelque peu prétexte à rêverie dans le cadre de ce numéro où, je préfère vous prévenir, tous ne sera pas nécessairement rose, mais sans abuser. Oui, la rencontre Rousseau-Robespierre éventuelle, nous dirons, de 1778. Et c'est que le premier bouquin que je vais vous montrer dans cette collection, c'est une édition des années 60 du siècle dernier. Et oui, cette collection qui avait pour titre chez Jean-Jacques Pauvert, vous allez voir défiler plusieurs volumes qui avaient été édités dans ces années-là, dans les années 65, 66 chez Pauvert. La collection de littérature, de combat, de littérature polémique, je ne sais pas si aujourd'hui, je l'ai déjà dit, c'était la collection Liberté, et c'est la profession de foi. La de Rousseau, c'était la profession de foi du vicaire savoyard. Cette profession de foi, on nous dit qu'elle aurait été intégrée aux premières éditions de l'Émile. Et là, on était en 1762, à l'origine de pas mal de déboires, tout de même pour Jean-Jacques. Le bouquin connaît un énorme succès, oui, ce qu'on peut voir comme tel, tout de même pour l'époque, mais il est ensuite interdit et il y aura jusqu'à une déclaration de prise de corps de son auteur. Bon, on aura certainement l'occasion de reparler de tout ça. Au départ de toute une série de tribulations pour Jean-Jacques Rousseau qui ont été brillamment étudiées, et on peut même dire pour certains aspects, il aura fait la lumière sur pas mal de choses, notamment sur le rôle pas franchement peu édifiant, hein, si oui, si on rallie ces thèses, hein, s'il s'avère que tout cela était exact dans les intentions, dans le chef de Voltaire, Voltaire n'en sortait pas exceptionnellement grandi dans cette affaire, l'affaire Rousseau, l'affaire Hume. Hein, Henri Guimin, oui, Henri Guimin avait beaucoup investigué à un moment et il y a un très très bon livre, je vous le montrerai dans un de nos prochains numéros, un très bon livre
qui devait faire partie des premiers livres publiés par Guillemin, bien avant ces années 1960. Bon, peu importe ici. Et je vais vous montrer. Cette profession de foi du vicaire, donc c'est, oui, il était joint à l'Émile pour les premières éditions. Et Jean-Jacques Pauvert avait publié cette profession. Il n'a pas été, ça a été fait un certain nombre de fois. Je ne sais pas si lui était le tout premier. Non, je ne pense pas, car ça me revient en 1914. Hein, c'est assez, oui, sur le plan mémotechnique, c'est facile à retenir. En 1914, il y avait eu l'année du déclenchement de la guerre. C'était celle d'une première édition critique de cette profession de foi à part, d'un nommé de Monsieur Masson, et qui avait suscité pas mal de remous dans l'Hexagone. Ce texte de Rousseau avait un peu mais n'a-t-il pas été déjà de son vivant, à partir d'un moment, un spécialiste? Pour ça, il s'était mis un peu tout le monde à dos, aussi bien les cathos et les protestants, qui n'aimaient pas sa façon, nous dirons, d'envisager, à Jean-Jacques, d'envisager la révélation, et les athées qui ne goûtaient pas trop. Pour faire court, je dis bien, car aujourd'hui, je ne m'étends euh, particulièrement sur rien. Hein, le théisme, ce qu'il voyait comme le théisme de Rousseau, qui n'était pas du tout, chez les athées, pas du tout, pour cause de leur goût. La première édition critique de Masson, c'était en 14, et celle, vous allez voir le bouquin dans la collection Liberté chez Pauvert. Voyez, oui, consultez les moteurs de recherche, comme toujours, hein. Je le dis à chaque fois, j'aime bien stimuler la recherche active autour du livre en général. C'est l'un des buts de notre présence sur Internet, hein. Et histoire, car je ne l'avais pas vraiment fait la fois dernière, que vous puissiez tout de même apprécier, avoir une idée un peu plus étoffée du design, hein, du joli design, du travail de maquette, de couverture qui était fait. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup, si on édite encore beaucoup de livres en format, nous allons dire, de poche, mais dans ce style, oui, avec ce genre de profil. Voilà, ce sera le premier dans la collection Liberté que vous aurez vu aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin concernant Rousseau, j'y reviendrai juste un petit peu tout à l'heure, par allusion. La profession de foi du vicaire savoyard, le XVIIIe siècle français. Oui, Rousseau, lui, vous savez, d'où il venait, hein, c'était plutôt de chez nos amis suisses. Mais bon, peu importe, vous m'avez compris, quand je parle du XVIIIe siècle français, je ne vous fais pas l'offense. Et s'il y a bien un écrivain qui n'a jamais véritablement parlé, un poète et écrivain français, poète et prosateur à la fois, associé volontiers aux dadaïstes et puis aux surréalistes, qui a conservé, qui est toujours resté comme dans une large pénombre, c'est l'auteur suivant, qui va apparaître avec son clavecin de Diderot. Eh bien, René Crevel. René Crevel. Oui, René Crevel, 1900-1935. Lui qui a été proche des surréalistes, c'était un contemporain direct de René Desnos, dont nous avons oui, Robert, pardon, oui, Bob, pardonnez-moi, René Crevel pour son copain. Ils étaient nés la même année, en 1900, contemporains directs par conséquent. Et s'il y a bien quelqu'un de la génération des surréalistes qui a toujours écrit, et qui a toujours été amené tout au long de sa carrière, de sa production déjà vaste mais trop tôt interrompue, toujours passionné par le XVIIIe siècle français, c'était René Crevel. Et c'est intéressant si je vous lis à présent, oui, ce serait bien que je vous lise ce petit fragment, dans la mesure où le rédacteur de la préface de ce volume, je vous le montre, le clavecin, oui, le clavecin de Diderot. Pourquoi le clavecin de Diderot? Je me suis renseigné, c'est que Diderot
Dans l'encyclopédie, il a écrit sur cet instrument et indépendamment, il a aussi fourni à un moment tout un traité sur le clavecin qu'il s'était arrangé, il avait agencé son bouquin de manière à constituer comme une sorte d'accord parfait. Et il en est question dans le texte d'ouverture de ce recueil. C'est un essai constitué de textes, d'articles, voilà, tout à fait multithématique dans le chef de Crevel. Je le montre. Le clavecin de Diderot. Et oui, pourquoi on l'a intégré? Pourquoi ce dit clavecin a été intégré dans cette collection d'ouvrages polémiques? L'auteur de la préface, un nommé Claude Cortot, disait, oui, hein, pour recontextualiser, pourquoi avoir choisi Crevel dans le cadre de cette collection polémique, il écrivait ce qu'on désigne généralement sous le nom de polémique ou polémiste. Sous le nom de polémique, oui, polémique, un genre difficile, exigeant une lucidité à toute épreuve et un langage barbelé. Langage barbelé qui barre le passage à l'affectivité en même temps qu'il tourne toutes ses pointes contre l'adversaire. Les polémistes sont des forts, sinon toujours des vainqueurs. Crevel est du côté des faibles, qui attaquent en plaidant coupable, du côté des vaincus, du côté de ceux qui gardent la dernière cartouche pour eux-mêmes. Et il nous dit aussi que Crevel fait partie, je ne sais pas, Crevel fait partie finalement, oui, il aura appartenu à ces auteurs, à ces êtres humains qui en définitive n'évoluent pas, n'évoluent jamais, venus au monde trop vieux, si vieux, et partis si tôt, si jeune. À l'âge de 35 ans, il fera le choix de nous tirer sa révérence. Et maintenant qu'on l'a recontextualisé dans le cadre de cette collection, et c'était l'occasion, voilà, par ce petit détour, mine de rien, de resituer un peu ce qui s'était trouvé aux origines, les motivations dans l'existence de cette collection polémique. Je sais que je n'ai pas encore assez exploré cet auteur René Crevel. Je ne l'ai pas encore assez lu et assez exploré à proprement parler pour pouvoir me prononcer lorsqu'on dit qu'il a été victime oui, du fait qu'il s'était mis dans une impasse littéraire entre communistes et surréalistes. Je ne sais pas si c'était tout à fait ça, mais je m'autoriserais en revanche tout de même, c'est qu'aujourd'hui, sur les surréalistes et notamment sur des gens comme lui, sur des réseaux Facebook et pas seulement, vous tomberez volontiers sur des posts catastrophiques, impitoyables au sujet des surréalistes et notamment de gens comme lui. Et ça a peut-être été, oui, il y a peut-être eu de ça. Il y a dû y avoir de ça assurément, mais je ne sais pas s'il faut le ramener. C'est qu'il a été tout de même les 10 dernières années de sa vie, il n'a pas dû rigoler. Il était très malade, il allait de sauna en maison de repos, en hôpital. Il a franchement pas dû rigoler de 25 à 35 les 10 dernières années de son existence, mais je ne suis pas sûr qu'il faille le réduire à, oui, un gosse de riche qui, en priorité, n'aura rien fait d'autre que la noce avec les sous du paternel, tout en prenant des pauses de révolutionnaire de salon. De fait, je ne sais pas s'il est réductible à ça. Je ne l'ai pas encore exploré, mais ce qu'il m'a déjà été donné, si vous permettez tout de même de lire de lui, et peut-être que je commets une fois de plus l'erreur, mais tant pis, je ne dirais pas prendre mon cas pour des généralités, oui, plutôt comme étalon de mesure, c'est ça, de vouloir évoluer par rapport à mon extrême lenteur
d'assimilation, perso, mais quand je vois pour quelqu'un qui, aurait consacré pas mal de temps à faire la fête et à des excès divers et lorsqu'on parle d'excès, j'espère tout de même, je n'en sais rien, mais j'espère tout de même qu'il n'aura pas été aussi loin que certains des individus, connus qu'il fréquentait. Je n'en sais absolument rien. J'espère que non, hein, mais voilà, de toute manière, il n'est plus là depuis un bon moment pour nous répondre, et je m'autoriserai au ce qui oui, pour quelqu'un qui aurait consacré la majeure partie de son temps à ce type d'abus, ben, il me semble qu'il avait tout de même assimilé énormément de choses, de matières. Il ne me donne pas du tout l'impression. Déjà dans le texte d'ouverture, le clavecin de Diderot, lorsqu'il nous parle de Lénine, et il y fait souvent référence, des écrits de Lénine, je n'ai pas du tout l'impression d'une pause, moins encore d'un frimeur. Il faut se dire que c'est écrit, oui, pour quelqu'un qui appréciait beaucoup la finesse, une certaine finesse du XVIIIe siècle, une certaine finesse baroque, on est avec lui assez loin du compte, hein. C'est une écriture brutale, mais drôle aussi des fois. Vous allez, j'espère, pouvoir en juger dans quelques instants. Donc j'essaie de mettre un peu en balance par rapport, vous l'avez saisi, à la réputation qu'il traîne encore, lui qui n'a jamais, oui, on dit qu'il reste, qu'il est peut-être plus connu qu'il ne le fut, plus lu qu'il ne le fut de son vivant, mais ça n'a jamais vraiment exploré. L'œuvre de René Crevel, vous trouverez facilement, en livre de poche et également dans la collection, de l'imaginaire. On pourrait un de ces jours passer en revue, ces bouquins. Alors, je ne suis pas, je vous disais, je ne suis pas, je ne le connais pas assez pour pouvoir me prononcer là-dessus. Ce choix qu'il a fait en juin 1935, il y a eu 90 ans cette année, qu'il nous a quittés. Ce choix qu'il a fait en juin 35. Si, est-ce qu'on se suicide parce qu'on n'a pas réussi à faire s'entendre les cocos et les surréalistes? Je n'en sais rien, pour sa part. André Breton, qui était, personne ne l'ignore, mais je le rappelle au besoin au passage, le pape du mouvement surréaliste. Il écrira, il écrira texto et catégorique que, ça a été surévalué, surdéterminé, pardonnez-moi, c'est le terme exact employé par Breton pour dire oui, ça, surévalué, ce motif-là, parmi ceux qui auraient, conduit René Crevel à cette décision, hein, et ça faisait un certain temps que ça maturait chez lui par rapport à ça et ses ennuis de santé, n'arrangeaient rien et déjà il avait répondu quelques années plus tôt. Il y avait cette époque où les questionnaires des surréalistes étaient, pour ainsi dire, assez à la mode. Des questionnaires avec des questions où il y avait, le terme définitif qui était récurrent et sur la question, bon, je vais prononcer le nom quand même, tout de même, au bout de 6 à 7 années d'intervention sur cette plateforme, bon, de 80 à 150 vues de moyenne, je m'en tape un peu, ça, bon, tant pis, le suicide à la question là-dessus des surréalistes, il avait répondu: est-ce que le S, 3 petits points, c'est la solution. Crevel avait répondu, en définitive et en définitive, la plus vraisemblablement juste et définitive de toutes les solutions. Point de citation. Je ne dis pas que je l'approuve, je m'empresse même d'ajouter: ne le faites pas, hein. Il y a cette curiosité, sans me vouloir disciple plus que ça de l'Ecclésiaste, cette curiosité qui nous porte en avant dans le cours d'une vie, et on ne sait jamais, ce qu'elle nous réserve. Alors non, surtout pas. Mais lui, c'est ce qu'il avait répondu, déjà quelques années plus tôt de façon tout à fait catégorique.
Et est-ce qu'on met fin à ses jours pour ça, de ne pas réussi tous les autres zouaves, de ne pas avoir réussi à les faire s'entendre entre eux? Et ce n'était peut-être pas, en définitive non plus, terriblement fin de la part du représentant de Moscou d'alors. C'était le camarade Ilya Ehrenburg. Je ne pense pas que, mais il aura fait pire plus tard. Mais laissons-là. Il n'était pas toujours forcément finement inspiré, lui. Ilya Ehrenburg, d'avoir été écrire alors que Crevel s'était véritablement cassé le derrière pour sa part. Oui, c'est lui qui avait pris les devants pour l'organisation de ce fameux congrès regroupant de 1934. Un an avant sa mort, c'est lui qui avait tout fait pour le monter, pour qu'il fût possible le premier congrès du comité des écrivains et artistes révolutionnaires en France, hein. Et Ehrenburg était peut-être pas obligé d'aller écrire que les surréalistes, ça se ramenait à une bande de pédérastes, d'autant plus qu'on le sait aujourd'hui en guise de PD, pardon, au sein du groupe surréaliste. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que notre ami René, donc pas finement inspiré sur le coup. À côté de ça, Breton en réaction n'était pas peut-être, il était peut-être pas obligé non plus, lui, d'avoir été sur le coup, lui casser la gueule aux Russes. Pas non plus, mais vous voyez alors, est-ce qu'on en est amené, suite à tout ça, à mettre fin à ces jours, suite à tout ça? Je ne suis pas sûr. Je m'autoriserai encore à dire que, en dépit de toutes ses bonnes intentions, il avait dû réaliser qu'il y avait quelque chose de bancal, et ça en fait un personnage, qu'on pourrait inclure dans des considérations inactuelles, très actuelles. Suivez mon regard, l'ami René. Je pense qu'il avait compris que la synthèse qui se voulait révolutionnaire surréaliste, elle avait quelque chose de bancal, de dérisoire au bout du compte, mais il y avait quelque chose dans son jusqu'au boutisme pour les faire s'entendre, se regrouper. Oui, tenir entre eux le plus longtemps possible. Il y avait dans son jusqu'au boutisme, dans sa persévérance, quelque chose tout de même de très touchant. Et donc, Breton a déclaré, lui, il était catégorique. C'était pas en priorité, en premier lieu, à cause de ça qu'il nous a faussé compagnie. Et Julien Green. Julien Green, lui, qui n'avait pas beaucoup connu Crevel, mais le peu sur le plan des rencontres, ça avait été particulièrement intense. Et il préférera écrire pour sa part. De son côté, il dira, écoutez, il avait l'air de l'aimer vraiment beaucoup, hein, sans l'avoir rencontré énormément. René Crevel, il disait, toute explication est inutile. Le désespoir physique se nourrit des fantasmes de la nuit. Alors Dieu tient compte du courage et de la peur. Du courage et de la peur, l'un et l'autre venant du plus profond de celui qui ne meurt jamais dans notre cœur. Oui, Julien Green écrivait ça. Et si ça vous dit, je vais vous lire du clavecin de Diderot. Non pas, je ne vais pas vous lire. Vous irez s'y intéresser. Je ne vais pas vous lire le texte, le clavecin de Diderot, car ça part tout de même, déjà, ça fait allusion au livre le plus dur de Lénine, Matérialisme et empiriocriticisme, hein. Et oui, il y est question de matérialisme et d'idéalisme. C'est un texte, il est très très beau, hein, mais il est franchement pas évident. Et je me suis dit, hein, d'autant qu'il prête assez, tout du moins un sourire, je vais vous lire celui qui a pour titre, qu'il avait intitulé, c'est que en 1918, il avait 18 ans, René se retrouve sur les bancs
Oui, il se retrouve pour les premières fois, comme ça a dû être le cas sans doute de beaucoup d'entre vous sur les bancs de l'université, et il nous rapporte cette expérience, son article s'intitule, j'espère que oui, ça vous fera tout du moins sourire quelque peu, à propos d'une à propos d'une chanson de geste. Alors, mais puisque langage et histoire de langage, il y a langage et histoire de langage, il y a, comment ne pas évoquer aussi ce vieux pantin qui, pour l'ouverture des cours de la faculté des lettres de Paris, la veille même de l'armistice, éprouva d'un râpeux bégaiement ma bonne volonté toute neuve. Il devait expliquer un texte de vieux français, Gormont et Isambard. Pardonnez si je suis plus mitraillette dans ma façon de lire cette fois-ci, mais avec mon œil, paradoxalement peut-être, ça va mieux. Alors, à cause du titre, oui, Gormont et son prof étudiait un texte de vieux français, Gormont et Isambard. À cause du titre de cette chanson de geste et surtout du nom qui, dans le titre, faisait penser à quelque Isabeau de Bavière, s'entend, je m'étais plu à imaginer une histoire d'amour. Et nain et trouvère, je n'étais pas en avance pour mes 18 ans, mais au sortir de l'aristocratique Janson de Sailly, le désir d'être autre chose qu'un sportif, un ingénieur diplômé du gouvernement témoignait d'une soif de connaissance bien insolite pour le 16e arrondissement. Il s'agissait non d'amour mais de guerre, autant que j'en pus juger par le distique initial. En halte voix s'est écrié, vous étiez en dol toute fine. Je n'ai pas fait de vieux français et ça s'entend. Oui, 2 heures durant, ce fragment, que 2 heures durant un vieux fou se contenta de répéter avec pour tout commentaire de multiples aboiements qui reprenaient les mots un à un et nous servaient à propos de la moindre voyelle tout un jeu de rauques vocalises. Après ce beau début, je m'abstins plusieurs mois d'aller puiser aux sources du vieux français. Mais un jour, égaré dans les couloirs, j'entendis de tels glapissements que je poussai la porte, qui se trouvait comme par hasard être celle de la salle où mon bon maître, ainsi doit-on dire, hein, oui, ainsi doit-on dire, n'est-ce pas, quand on évoque les belles années de jeunesse et les leçons qui valurent à ces années d'être belles. Oui, non, son prof se livrait à d'infinies variations sur la de Montmartre. Alors, peu expert, bal musette, le spectacle de ce podagre, un podagre, je m'interromps pour une dernière fois, un podagre pour le lexique, c'est quelqu'un qui souffre de la goutte, atteint de la goutte. Je reprends. Alors, peu expert, balmusette, le spectacle de ce podagre qui jouait de l'accordéon avec une voyelle moretin. Il allait du circonflexe à l'aigu, parvenait aux confins de le, se baissait pour en ramasser un, qu'il servait grave, presque gras, mais bien vite à sécher. Pendant qu'il y était, sûr qu'il aurait pu faire passer la colline des martyrs du passif à l'actif, tirer un peu sur le détendre et nous servir un Montmartre, et qui eut à la fois témoigné du juste retour des choses et aussi du sens prophétique de ceux qui, en faisant de ce mamelon le mont Martyrum, lui avaient préparé une évolution phonétique parallèle à son évolution sociale. Le vieux palotin se contentait, il est vrai, de jongler avec Montmartre, des Montmartre, à tel point inoffensif que, mis à bout par ce défaut d'imagination, et en même temps tout pénétré de jarreries dont on venait de rééditer Hugues, je murmurais malgré moi, mon merde. Or, à peine avais-je interrompu la série des meurtres,
dont la quasi-uniformité, j'ose même dire l'uniformité pour une oreille de non-initié, semblait de leur répétition avoir saoulé celui dont la bouche les proférait, que je craignis un malheur, rendu par ma faute à un monde qui n'était plus celui des incantations philologiques. N'allait-il pas se casser le cou, tel le somnambule dont se trouve ramené à la conscience le sommeil errant au-dessus des toits? Mais lui, au contraire, avec élasticité, répondit en contestant le dé de merdre. Oui, car, affirmait-il, une métamorphose de voyelle ne pouvait décider aussi aisément d'une métamorphose de consonne. Surtout si entre la voyelle et la consonne en question, une autre consonne mettait sa barrière. Oui, il n'a pas été franchement gentil avec son ancien professeur, René Crevel, dans le clavecin de Diderot, au sujet d'une chanson de geste. Alors après celui de Crevel, eh bien, je vais vous montrer l'essai suivant, il est de Jean Boissel et il est sur... Ah, attention, ne surtout pas, il avait décidément pas de chance, lui, déjà, d'avoir choisi de s'intéresser à un écrivain comme celui-là, et en plus, il ne faut pas le confondre avec un strict homonyme, assez impliqué, on va dire, dans la collaboration avec le Reich troisième du nom. Non, c'est pas le même monsieur, hein, j'insiste, Jean Boissel. Monsieur Jean Boissel, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, et son essai édité dans cette collection, c'est Gobineau polémiste. Gobineau, polémiste, je vous ai déjà dit ce qu'il en a été de mon rapport fort, particulier avec cet auteur sur, pour ainsi dire, toute son extension en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain. J'avoue que je ne suis plus guère passionné par le débat autour de la question du racisme ou non chez Gobineau, ou si vous préférez, des débats tournant autour de son ouvrage écrit au cœur de sa trentaine, L'essai sur l'inégalité des races humaines, dont l'auteur de cet essai, celui-ci, nous dit déjà que si Gobineau avait intitulé son livre, ça devait s'appeler au départ Essai sur le déclin des civilisations ou sur la décadence et la mort des civilisations, et peut-être que la légende noire de Gobineau, du coup, ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue à partir d'une certaine époque. Et est-ce qu'elle est encore aujourd'hui, m'empresserais-je d'ajouter, en pas mal d'endroits? Oui, il y en a qui vous sortent absolument n'importe quoi, mais vraiment, c'est effarant, y compris des citations de lui qui sont datées de 30 ou 40 ans après la mort de l'intéressé. C'est franchement consternant, mais je vous dis, je ne reviens plus à titre perso sur cette thématique, sur ce débat-là, hein, pour avoir aussi assez bien lu là-dessus. Mais voilà, pour vous situer, dans son Gobineau polémiste, Jean Boissel nous expliquera en quoi il estime que il n'y a absolument rien d'eux, et c'est la même conclusion que tirée et à une époque, pour ainsi dire, antérieure au début des études gobiniennes contemporaines, dans les années 60, et Georg Lukács, lui, devait écrire ça déjà dans sa destruction de la raison 10 ans plus tôt, hein, sans faire du tout l'apologie de Gobineau. Il va sans dire sous la plume de Georg, mais il avait bien soin de conclure en insistant sur la manière dont il n'y avait absolument... il était irrécupérable dans le cadre, pour faire court, dans le cadre d'un quelconque projet politique, idéologique Gobineau, dont le pessimisme, qui n'échappe pas quelque part à un déterminisme qu'on sera obligé de trouver au bout d'un moment, assez plat tout de même, hein. C'est pas pour rien que Tocqueville lui disait toi, tu ne fais rien d'autre que tu vends l'opium à un malade, hein.
oui, c'est ce que Tocqueville lui disait au sujet de son essai sur les races, hein, et Jean Boissel, lui, à la suite un peu à la suite pour sûr, à la suite de Georg Lukács, nous explique pourquoi il est irrécupérable. C'est que Gobineau, en somme, ne fait rien d'autre que nous expliquer que des races, il n'y en a plus, fût-ce pour arriver, pardon, à ce type de déterminisme. Je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat. Je tente, hein. Oui, quand il disait: «Je ne vous dis pas, vous faites bien, vous faites mal, je vous dis, vous mourrez. Le monde est arrivé à son terme». Il était, persuadé que l'humanité n'irait pas plus loin que notre 21e siècle, donc je ne vous dis pas: «Vous êtes bon, vous faites bien, vous faites mal», je vous dis simplement: «Vous mourrez», oui. C'est ce qu'il rappelait toujours au sujet de ce livre. Alors c'est clair que on est, ceci dit, en droit de lui vous pouvez lui émettre tous les griefs que vous voulez, ça ne me posera aucun problème à l'encontre de Joseph Arthur de Gobineau au sujet de son essai sur les races. Il va sans dire, je vous prie de croire que l'essai très riche de Monsieur Boissel va bien au-delà de ce que je viens de vous rapporter, hein. Donc Gobineau, polémiste, hein, il rappelle, mais c'est pas le seul, hein, que dans l'ensemble par rapport aux noirs, oui, aux africains, aux afro-américains, Gobineau les aura, si on peut dire, mieux traités dans l'ensemble, et même nettement mieux, et c'est pour dire que la majorité, des écrivains mainstream de son temps, hein, ce que Gobineau, écrivain mainstream, ne fut jamais, hein, il n'a pour ainsi dire pas vendu un livre de son vivant, c'est bien connu. L'essai, sauf peut-être l'essai dont, qui, dit-on, aurait été épuisé, mais le tirage n'était pas pour autant faramineux. Il vendait pour ainsi dire pas un livre de son vivant, Gobineau. Il faut bien se le dire déjà. Et il aurait, oui, les Noirs auraient été mieux traités dans l'ensemble par lui que par la majorité des sommités littéraires de son temps, ou des sommités scientifiques. Et ce serait bien qu'un de ces jours, ne serait-ce qu'à titre sociologique, je mette en vis-à-vis des fragments de Gobineau, qu'on les reprenne ou non, extraits de leur contexte aujourd'hui, en vis-à-vis avec des textes de quelqu'un qui reste beaucoup plus, qui garde de nos jours meilleure presse, et qui est toujours nettement recommandé, sur le plan des sciences humaines, au sens le plus large, quelqu'un comme Gustave Le Bon. Ce serait intéressant déjà, hein, c'est un enfant de cœur à côté de Le Bon, Gobineau, sur ce plan-là, et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde non plus. Il y a des livres très intéressants qui ont traité du sujet, mais quand on vient dire par rapport, déjà ils se sont connus, ils étaient tous les 2 en fin de vie. Pour ainsi dire, oui, la plupart des échanges qu'ils ont eus, c'était vraiment au crépuscule de leur vie à l'un et à l'autre. Wagner-Gobineau, quand on vient raconter par rapport à leur amitié tardive, le français qui aurait terriblement influé sur le racisme de l'allemand, c'est franchement du pipeau, je vous dis, ils étaient en bout de parcours, ça leur est arrivé de se rentrer dedans. Oui, ils se sont engueulés, c'est arrivé, mais sincèrement, n'en déplaise, et je n'arrive pas à en démordre, hein, j'ai beau retourner la question dans tous les sens par rapport à ce que j'ai lu. Si je peux me permettre une dernière fois encore aujourd'hui, si on me pose la question: «Lequel des 2 t'apparaît dans l'ensemble avoir été le plus dégueulasse en déclaration?» C'est pas Gobineau, c'est tout de même Wagner, et j'ai dur de dire ça car c'est un compositeur oui, que j'aime énormément. Je ne laisse jamais, une année s'écouler sans me passer ou repasser plusieurs de ses opéras. Mais oui, sincèrement, sincèrement, hein,
n'en déplaise peut-être. Voilà. Alors, Gobineau polémiste, il faut savoir aussi, c'est peu connu quand je vous dis que Gobineau vendait pas beaucoup. Il se fait que Karl Marx, et dans notre langue, avait fait l'acquisition d'un exemplaire. Peut-être avait-il été attiré par le titre, qui sait, qui sait. Hein. Il avait fait l'acquisition d'un exemplaire de l'essai sur l'inégalité des races humaines, et il y a, oui, on en a conservé un volume annoté, largement annoté de la main du philosophe allemand, pas toujours tendre, oui, oui, on ne va pas dire, on ne va pas faire son étonné. Et il y a des moments, hein, et je pense que je n'ai rien à redire par rapport à ça. Il n'y a rien de sérieux sur le plan scientifique dans le livre qu'écrivit Gobineau à l'époque où il s'emmerdait beaucoup, à vrai dire, comme diplomate, dans son bureau de Berne. À l'époque où il l'a écrit, et cette espèce de délire de testament noir de l'humanité, comme certains le voient, ça n'a aucune base scientifique sérieuse. Et oui, Karl Marx, forcément impitoyable, à certains moments, vous avez trois petits points, et Anne. Oui, il le traite d'âne, point d'exclamation. Si jamais ça peut, jamais. Oui, si jamais ça peut. Vraiment, vraiment faire plaisir à certains d'entre vous. Mais si vous souhaitez vous intéresser en vous efforçant de sortir un petit peu, oui, ne fût-ce qu'un petit peu des sentiers battus par rapport à Joseph Arthur de Gobineau dans l'ensemble, c'était vraiment un très très bon essai, celui de Monsieur Boissel. Alors, suivant. Eh ben, là, on me rapporte qu'ils se sont connus, qu'ils se sont pour sûr rencontrés dans le cadre, oui, quand je vous disais, moi, ça me laisse rêveur, vraiment, pour les avoir assez lus l'un et l'autre. Ils se seraient rencontrés à plusieurs reprises, ils auraient échangé, hein, rencontre de l'ordre de l'improbable, et qui laisse à bien des égards songeur, bien rêveur. Je lance l'idée peut-être à quelqu'un qui aura plus d'inspiration et de talent que moi pour l'écriture, qui sait, d'un ouvrage, d'une pièce de théâtre, d'un petit film, d'un dialogue, tout ce que vous voulez, ce serait une idée, hein, mais voilà. Je pense qu'il faudrait être fort. J'ai pas les épaules assez larges pour ça, sincèrement. Ce genre de choses, je préfère le dire et nettement, mais peut-être, voilà, je lance l'idée, hein, j'irai pas vous réclamer de royalties si un jour je vois que ça a été fait. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire en dehors de la pluie et du beau temps, et le cas échéant de considérations culinaires ou tout à fait prosaïques, si ça se trouve, j'en sais trop rien, mais on raconte que dans le courant de l'année 1865, Léon Bloy et Joseph Arthur de Gobineau se seraient rencontrés, hein, et assez bien entendus. Voilà, ils auraient, ça se serait assez. Ils n'avaient pas de répugnance quand ils se quittaient, et avec Léon Bloy, il fallait y aller. Avec l'autre aussi, je dois dire, mais plus encore avec Léon. On n'a jamais fait part de répugnance particulière, mais on ne sait pour ainsi dire rien au sujet du contenu de leurs 10 échanges. Alors, voilà, petite anecdote que je voulais faire de la même manière que je vous avais dit, on parlait de... Oui, c'est un petit peu... Je pense pas qu'on s'entremêle les pinceaux, mais on parlait de Rousseau en début d'émission, et il y a un de nos numéros que je mets en lien aussi en fin d'émission, dans lequel je vous avais fait part de ce qu'à un siècle de distance, pour ainsi dire, ils avaient vécu dans le même château. Mmh, oui, le genre de, oui, à un siècle de distance, improbable aussi, hein, et pourtant Jean-Jacques Rousseau et Joseph Arthur de Gobineau, dans tous les deux ont résidé. Gobineau, lui, fut propriétaire un certain nombre d'années, Jean-Jacques Rousseau résident. Hem, une bonne année à tout casser, mais c'était le château de Trilly dans l'Oise. Je mets en lien le numéro en question et je vous montre, toujours dans la collection Liberté, bien sûr, chez Pauvert, Belluaires et Porchets de Léon Bloy, un Bloy de 1905.
Alors, Belluaires et Porcher, Porcher pas la peine, mais au besoin, Belluaire, c'est un gladiateur spécialisé dans le combat qui combat les bêtes sauvages. Léon Bloy nous parle des écrivains et des artistes qu'il répartit avec sa férocité coutumière, hein, et c'est d'une pauvreté de formulation incroyable par rapport à la verve bloyenne, mais bon, voilà, hein, histoire de faire vite. Belluaires et Porcher, nos gladiateurs contre les bêtes sauvages, et Léon Bloy, lancé contre ces belluaires, à lui. 1905. hmm, Belluaires et Porcher, c'est un des meilleurs, hein, des meilleurs recueils de textes poétiques de Blois, et l'occasion ici de se rappeler, si nécessaire, que Blois pouvait être en tant que catholique aussi impitoyable avec des artistes de sa confession, il va sans dire, qu'avec des gens qu'il considérait sur le plan des idées, sur le plan philosophique ou théologique, comme des adversaires, hein. Belluaires et Porcher, et nous allons terminer, là on avance dans les années 1957. Je vous parlais, et je vous avais lu un fragment de lui, du professeur Jean Salem, il n'y a pas longtemps. Oui, feu Jean Salem, professeur de philosophie, docteur en philosophie, et je vais vous montrer un livre de 1957, un pamphlet qui a été écrit. C'est un livre qui est toujours, oui, qui demeure très connu, hein. Tous les historiens qui s'intéressent à l'histoire de France contemporaine en ont probablement dû faire la lecture. C'est le livre sur la torture en Algérie, hein, on ne va pas s'étendre. C'est la question d'Henri Alleg, le papa de Jean Salem. Pardonnez, je retrouve où il est ici. Voilà. Et oui, le livre a été édité pour la première fois en 1957, et Pauvert le réédite dans cette collection-ci quelques années plus tard, en 60, en 66, et c'est groupé avec un texte de Sartre que personnellement je n'aime pas beaucoup, mais oui, ce popole-là n'est pas mon popole favori. Je ne vous apprends peut-être rien, mais qui je suis encore oui, pour parler d'un Sartre dans ces termes. Mais le fait est que j'apprécie pas trop son texte qu'on avait jugé bon de joindre à celui du papa de Jean Salem, de son fameux pamphlet, de son livre sur la question. Oui, je marque un petit temps de pause car oui, il n'est pas vraiment comme les autres, il n'est pas celui-là qui rapporte en plus l'expérience douloureuse vécue par Henri Alleg en 1957. Vous irez vous documenter si ça vous intéresse sur le parcours d'Henri Alleg. Et c'est que, au sujet de son fiston, Jean Salem, je suis en train de terminer en rafale comme ça les livres de Jean que je n'avais pas encore lus ou achevés, et c'est décidément très, très bon. Alors, histoire de vous en montrer encore un, mais pas dans la collection, dans une autre collection, et une réédition ici du livre du fiston de Jean, réédité chez Delga vers 2009, et c'était sorti au cœur des années 1980. Et, Jean Salem l'avait sorti dans un premier temps sous pseudo, c'est son rideau de fer sur le boulmique, si vous le trouvez en occasion, ou si vous pouvez encore vous le procurer en neuf. Il faut absolument lire ce bouquin. Je me suis rendu compte en plus, oui, en matière d'histoire contemporaine, oui, je me suis dit aujourd'hui, je fais aussi peu de politique que possible, oui, faire de la politique. C'est une expression parfois qui m'interloque, hein, sur laquelle on pourrait revenir.
Il y a moyen, hein, quelque part, tout est politique. Comme disait un autre Popol que j'apprécie davantage dans un de ses films, d'une certaine manière, tout est toujours politique. Mais bon, on m'aura compris. Et par rapport à l'histoire contemporaine, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses, de points comme ça, que j'ai essayé dans des numéros antérieurs de vous expliquer. Sur le coup, je ne m'étais pas trouvé franchement terrible, franchement très bon. Et j'aurais préféré que d'autres, oui, sincèrement, et plus que la chose, sur le coup, aurait qui auraient dû se sentir davantage concernés, comprenez, par leur parcours, par le milieu, leur milieu sociologique d'origine. Entre autres, hein, des personnes qui auraient pu se sentir davantage concernées et partant vous expliquer ces points-là sur un mode beaucoup plus convaincant que votre serviteur ne l'avait fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de ça dans ce rideau de fer. Rideau, oui, vous voyez, rideau de fer sur le boulimique, c'est très accessible, ça se lit très vite, un véritable régal. Oui, on se régalera. De la verve du regretté Jean Salem. Je ne l'ai pas précisé, la collection, oui, c'est que cette collection d'écrits polémiques, de tous les combats, de toutes les époques et de toutes les tendances, je n'ai pas dit le nom de la personne qui était le directeur de cette collection, c'était monsieur Jean-François Revel. Oui, je ne suis pas juriste, je n'ai pas statué sur des faits qui peuvent lui être imputés, reprochés 20 ans après la mort de l'intéressé, hein, mais c'était à une époque où, je ne sais pas si c'est très sérieux, mais où il se disait encore de gauche en ce temps-là, et c'était avant sa reconversion pour sûr dans l'anti-coco professionnel, avant sa reconversion dans son fonds de commerce anticommuniste radical et plus encore obsessionnel que radical. Et je sais qu'il y en a qui, sur le plan intellectuel, le vénèrent, hein, et je respecte leur point de vue, il va sans dire, qui continuent à vénérer sur ce plan-là que j'ai dit monsieur Jean-François Revel en tant qu'un paragon de nos libertés et de notre monde libre. Ben moi non, je lui rendrai hommage. Bon, je vous dis les accusations, j'en sais rien, c'est pas de mon ressort, mais je ne le saluerai, et ça a déjà été fait de toute manière et en pas mal de circonstances, non, je saluerai chez ce monsieur qui fut un grand amateur de cuisine, sa contribution bien connue au design, oui, en guise de design ici, de ça. Il a toujours prétendu s'être trouvé, il était avec d'autres personnes au moment où on discutait de la chose et d'avoir contribué au choix définitif du design de ce condiment, un des rares condiments qui est au succès international à avoir vraiment du goût en tant que condiment de table. Voilà, pour ça, oui, pour sûr, je le salue. Bon, alors, oui, bon, mon humour vaut absolument ce qu'il vaut de la même manière qu'il y a des choses, si tant est qu'elles peuvent être démontrées, qui en revanche ne me font absolument pas rigoler. Pour terminer, un petit fragment de Jean Salem. Oui, ça fera du bien, qui recoupe aussi bien, si on se prenait à discuter de l'objectivité des conversations, des débats, dans des débats, oui, on se contentera de ça, des débats dans les médias mainstream à l'heure qu'il est, et du caractère de la contamination, comment ça peut influer comment ça peut encore influer auprès malgré l'arrivée de certains médias alternatifs,
Plutôt du goût, je dois dire. Je n'ai pas dit tous, encore une fois, mais l'intrusion de certains médias alternatifs, sur lesquels nous pourrons, je l'espère, compter encore un certain temps, histoire, d'avoir affaire à d'autres sons de cloche, hein. Et oui, au sujet de l'actualité, du traitement de l'actualité, aussi bien auprès des médias mainstream, au sujet de certaines réactions pas toujours très agréables, de ce qu'on a pu essuyer auprès de certaines personnes dans le courant par exemple, des 3 dernières années écoulées. Jean Salem concluait un de ses articles en ces termes, si je retrouve. C'est dans son livre, vous l'avez déjà vu, sur les sagesses, avec sa magnifique couverture, Sagesse pour un monde disloqué. C'était pas à la fin de la conclusion, c'était à la fin du dernier chapitre. Oui, l'information citoyenne, on va dire encore autour de ça. Alors, après avoir disséqué toute une série de choses qu'il avait pu noter, il disait: on se prend à rêver. On se prend à rêver pour le citoyen d'une autonomie introuvable dans un monde ainsi formaté. Je m'interromps encore, toute dernière fois, c'est aussi à l'adresse. Quand j'entends, bon, je vous juge pas, je vous juge pas, je vous fais pas dessus, ne croyez pas, je suis pas comme ça. Du tout, n'allez rien imaginer, mais quand j'en entends tant et tant, alors que même un Arnold Schwarzenegger, dans ses mémoires, est revenu sur ce point en disant lui-même que c'était du pipeau, hein, ceux qui n'ont à la bouche que ça, qu'ils se sont fait tout seuls, chez tout seul de chez tout seul, hein, et qui voilà, les champions les champions de ceux qui en aucun cas ne souhaiteraient voir castrer leurs pensées, pauvres, hein, oui, leur petite caboche, pauvre, et j'ai pas dit que dans la mienne il y avait davantage. Mais j'ai envie de vous lire ça. Alors je reprends. On se prend bien sûr à rêver pour le citoyen de cette autonomie introuvable dans un monde ainsi formaté, tel que notre ami l'a décrit notamment dans ce bouquin avant. Alors il nous dit sur les médias, et l'on en revient à ce titre si délicieusement ironique que portait un ouvrage français. Les médias pensent comme moi. En l'occurrence, le point d'exclamation qui achève de rendre la formule désopilante à souhait vaut à lui seul ce que Spinoza écrivait à propos de la pierre. Oui, alors de la pierre qui, une fois lancée, puis s'éveillant à la conscience, s'imaginerait progresser dans l'air, de son propre fait, à elle toute seule, la pierre qui, une fois lancée, puis s'éveillant à la conscience, s'imaginerait progresser dans l'air de son propre fait, croirait qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle l'a voulu délibérément. Vous allez me dire, c'est une pierre, c'est pas la même chose que nous. Oui, mais les 3/4 du temps, les 9/10 du temps, j'entends dire, notamment sur cette plateforme, que tout compte fait, il n'y a pas de société. Voilà, il n'y a pas de société, c'est bon, car elle est choyée d'orloter cette opinion préfabriquée à l'aide des procédés qu'on a recensés. On fait croire au public qu'en face des phénomènes du monde, il pense. Et cela devient un événement de plus, renforçant en chacun l'illusion d'une maîtrise cérébrale sur une époque qu'il doit suivre jusqu'à l'essoufflement sans avoir jamais aucune prise véritable sur elle. Je vous retrouve dans un peu moins d'une... Je vous retrouve dans... Oui, j'espère que ce sera rétabli normalement dans un peu moins d'une petite semaine, si ça vous plaît ce qu'on fait, hein, sur notre mode.
Notre concept d'une oui, d'une seule prise, d'une seule traite, si ça vous plaît, c'est pas interdit de liker, de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans un peu moins d'une petite semaine. Et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Si jamais, petite question, juste avant de refermer, sans aucun rapport avec tout ce qui a été dit, mais nous parlions la semaine dernière nous, parlions, de Art Rock et d'AC/DC. Un de leurs tout premiers albums s'intitulait portait un titre dans leur langue à eux, en anglais, oui, en anglais Australie. L'un de leurs tout premiers albums avait été à un moment donné traduit, sous forme de citation mise au début, en préambule d'un livre de Stephen King que je me souviens avoir feuilleté à l'âge de 14 ans. Oui, l'album en question d'AC/DC, je vais le dire en anglais tout de même, Dirty Deeps, pardon, Dirty Deeps Done Dirty Cheap, et ça avait été traduit de façon assez vertigineuse en français par la traductrice ou le traducteur alors par ces fameuses saletés. Des saletés salement faites. Si vous pouvez me dire, je sais que nous sommes à l'heure de l'IA et qu'il n'est plus nécessaire d'échanger entre nous sur des informations, sur quoi que ce soit à vocation ou à prétention intellectuelle ou quoi que ce soit, hein, oui, que c'est plus la peine et c'est plus la peine non plus de venir, faire des exposés, de venir s'exprimer, de venir faire des chaînes, des micro-chaînettes dans la foulée sur internet. Je sais, mais je vous pose tout de même la question, si vous êtes en mesure, j'aimerais bien savoir dans quel bouquin de Stephen King, pas vraiment ma tasse de thé, pardonnez-moi peut-être une fois ultime, mais j'aimerais beaucoup savoir perso, le titre du bouquin dans lequel il y avait ça, la citation «Des saletés salement faites AC/DC». Merci à vous et à très bientôt, en espérant n'avoir pas été trop long. Oui, on a franchi un petit peu l'heure aujourd'hui, mais on le fait assez rarement. Convenez-en. Allez, à bientôt. Bye bye.